un soutien au moins du renseignement américain en Ukraine parce qu'on en a besoin. On essaye d'accélérer les développements en Europe, dont au niveau satellitaire, renseignement, communication. On s'organise en tous les cas, l'accord aussi au niveau économique sur les droits de douane en Europe fait que ça alimente cette difficulté qu'a l'Europe, cette dépendance et cette vassalisation. Pour en revenir vraiment à cet ultimatum jusqu'au 8 août de Donald Trump pour Vladimir Poutine, vous n'y croyez pas, Arthur Koenigsberg? Il n'y a aucune chance là, d'ici 7 jours maintenant, on est le 2, ça fait 6 jours, que dans 6 jours on ait un potentiel accord, ou en tout cas un prémisse d'une avancée? Non, un accord de paix en 6 jours entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Même un cessez-le-feu? Un cessez-le-feu décidé unilatéralement par la Fédération de Russie pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas si véritablement les sanctions ou les menaces de sanctions et de hausse des tarifs douaniers prononcées de la part du président Trump à l'égard de pays clients comme l'Inde ou la Chine font véritablement effet sur le Kremlin, mais on n'y croit pas beaucoup. Le 8 août, en vérité, ce qui pourrait être décidé par Donald Trump, ce ne sont pas tant des tarifs, enfin une hausse des tarifs douaniers sur l'Inde ou la Chine, c'est directement des sanctions vis-à-vis de la Fédération de Russie. Mais vu le peu de dynamisme des relations commerciales entre les États-Unis et la Russie, ça n'a pas vraiment de quoi effrayer le Kremlin. Donc oui, Poutine affiche une certaine indifférence vis-à-vis de cet ultimatum. Il parle de déception de Trump par rapport à des demandes démesurées. Et il faut le rappeler, l'une des demandes de Trump était de découpler la Fédération de Russie de la Chine. Et ça, c'est encore un message de Poutine pour lui dire non, cette demande, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Il y a une autre séquence très, très, très intéressante dans cette discussion entre le président bélarusse Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine. Il faut rappeler Loukachenko qui est en vérité le vassal de Vladimir Poutine au Bélarus. Loukachenko, pensant flatter Vladimir Poutine devant les caméras, dit que l'armée de la Fédération de Russie grignote tous les jours de plus en plus de territoires et qu'elle va finir par occuper les territoires qu'elle veut. Et là, Poutine l'interrompt. Ben justement, je vous laisse, vous avez parfaitement teasé Arthur Koenigsberg parce que vous êtes très bon dans la transition. Regardez cette séquence exactement. Vladimir Poutine parle avec Alexandre Loukachenko hier, on va revoir les images et vous allez le voir que Loukachenko parle justement de la position de la Russie et écoutez comment Vladimir Poutine reprend son homologue. L'Ukraine devrait courir vers Vladimir Poutine, le supplier de s'asseoir à la table des négociations et d'arriver à un accord. Sinon, dans 1 mois et demi, voire 2, je ne sais pas trop, il ne restera même plus de structures défensives en Ukraine. Les Russes vont tout détruire, tout saisir et avancer. Récupérer, pas saisir, c'est à nous. Et justement, pour parler de cette déclaration, on est aussi en ligne avec Eugène Berg. Bonjour, vous êtes essayiste et diplomate spécialiste de la Russie, auteur de Ukraine, février 2023. Cette déclaration de Vladimir Poutine, lorsqu'il reprend Alexandre Loukachenko, ça montre aussi bien l'état d'esprit de Vladimir Poutine à quelques jours de la fin de cet ultimatum. Oui, tout à fait. Vous savez, Poutine, dès le début, enfin même avant, dans sa fameuse lettre de juillet 21, qui était avant la guerre, a toujours dit que l'Ukraine et la Russie, c'est le même pays, c'est la même histoire, et que finalement, ils sont faits pour vivre ensemble. Et donc, l'Ukraine, il a déjà dit avant, finalement, l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine nous appartient parce qu'elle fait partie de notre berceau historique. Mais là, sur ces déclarations, il se fait que l'Ukraine, c'est comme une agglomération de territoire. Une partie ont été pris la Pologne, on le sait, et tout l'est de la Russie, ça faisait partie de la nouvelle Russie, Novaya Russia, que Lénine a donné à l'Ukraine en quelque sorte en 22. Et on ne va pas en faire l'histoire qui est assez compliquée. Et donc pour Poutine, finalement, ces territoires étant donné qu'ils faisaient partie de la même fédération, les frontières étaient plus théoriques que réelles, eh bien, on reprend en quelque sorte nos territoires qui étaient historiquement russes, qui faisaient pas partie de l'Etmana, c'est-à-dire le cœur du pays cosaque. Voilà le raisonnement,
et on peut dire qu'il n'a pas varié depuis 21 jusqu'à aujourd'hui. Simplement, il considère qu'il lui faut récupérer ses territoires et pas les saisir. Alors évidemment, il emploie la force, parce que l'Ukraine va pas se démembrer pour le plaisir de M. Poutine ou pour le plaisir de la Russie, mais le raisonnement à la fois historique, terre sacrée, religieux et géopolitique est le même, et il est partagé par une bonne majorité, sinon vraiment une très forte proportion de la population russe et ce qu'on appelle le monde russe. Voilà une réalité qu'il faut connaître. Elle choque nos principes cartésiens, le respect du droit international, des frontières. Mais dans le raisonnement de Poutine et tout son régime, ça va au-delà, quoi. C'est mystique, c'est théologique, c'est quelque chose de sacré. Et pour lui, c'est cette mission qu'il a en tête et qu'il veut accomplir. S'il veut rentrer dans l'histoire, on l'a vu souvent sur LCI, et puis des journalistes russes, beaucoup de compétents l'ont dit, mais manifestement, c'est ça. Quand il dit une paix réelle, c'est-à-dire que la Russie récupère, et ensuite, une fois qu'on aura récupéré nos territoires, eh bien, on pourra envisager une paix durable, une concorde entre les peuples, mais on n'en est pas encore là. Et donc, on a une vraie divergence, j'allais dire, elle est mentale, elle est philosophique. Et c'est un gouffre. Tant qu'on ne l'a pas subsumé, tant qu'on l'a pas, disons, résolu, eh bien, on sera en opposition. Et malheureusement, ça peut encore durer tant qu'il y a des forces de chaque côté. Eugène Berg, restez avec nous parce que vos propos... de la question ukrainienne et la question russe, et également de la question européenne. Restez avec nous, Eugène Berg, parce que vos propos et cette réalité que vous évoquez, notamment du ressentiment de la population russe, ça fait beaucoup réagir sur ce plateau. Je ne sais pas si Arthur ou Caroline voulaient réagir en premier, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ce propos-là, en tout cas de voir cette réalité qu'évoque Eugène Berg, notamment dans l'état d'esprit russe. Je ne suis pas sûre que les citoyens russes soutiennent les massacres de militaires russes par l'envoi massif sur des zones où on sait qu'ils vont être massacrés avec des envois successifs pour défendre la volonté de Poutine d'étendre une sorte d'empire avec des échecs cumulés depuis 3 ans. L'Ukraine, à ses yeux, devait être prise d'abord en atteignant directement le pouvoir et par la force au bout d'une semaine. Il est très déplacé aujourd'hui, vu le contexte de crimes contre l'humanité, de pouvoir défendre cette opinion alors que l'État ukrainien, de par le droit international, avait sa souveraineté. Et on a un contexte géopolitique compliqué en Europe où on doit faire attention à ne pas défendre évidemment des propos comme cela face à une guerre déjà hybride en France, en Allemagne et vis-à-vis de l'Angleterre sur donc le territoire européen. Arthur Königsberg. Oui, pour rebondir sur le narratif russe de ce que Anna Colin-Lebedev a fait un très bon livre dessus qui s'appelle Jamais frère, mais effectivement ça raconte bien en fait le narratif du Kremlin et d'une partie des Russes qu'effectivement avec les Ukrainiens ce sont des frères et l'Ukraine est le berceau historique de la Russie. Ça c'est dans la tête des Russes, ça c'est dans la tête des dirigeants du Kremlin et c'est véritablement ce à quoi nous sommes confrontés. Mais comment ça se traduit dans la réalité ? Dans la réalité, quand les Russes prennent des territoires, arrachent des territoires à l'Ukraine, ça se traduit par des exécutions sommaires, ça se traduit par des viols de masse, ça se traduit par la déportation d'enfants qui, lorsqu'ils sont en âge de combattre, sont envoyés au combat contre l'armée ukrainienne, contre l'armée de leur pays où ils sont nés. C'est ça la vraie réalité du narratif russe. On ne fait pas ça à son frère. On ne fait pas ça à son frère. Donc c'est juste un narratif très puissant. Effectivement que à la fois les Européens et une partie des Américains ont refusé de regarder en face, mais ça fait des années qu'il est déployé par le Kremlin. Et effectivement, nous sommes aussi dans cette guerre de narratif. Et aujourd'hui,
en Ukraine. L'Ukraine était assez divisée en réalité sur ce sujet avant 2014. Mais 2014 est le premier coup de semonce qui commence à forger une vraie nation ukrainienne. Et en 2022, une véritable nation ukrainienne est née. C'est un pays nouveau, c'est un pays neuf, mais dont Vladimir Poutine ne veut pas. Et c'est très intéressant qu'il fasse ces déclarations à côté de Loukachenko, parce que ce que sont en train de vivre les Bélarusses ou ce qu'est devenu le Bélarus, c'est exactement ce que veut la Russie pour l'Ukraine. Il veut, le général mentionnait une finlandisation. En vérité, c'est une bélarusisation que veulent les Russes pour l'Ukraine. Ils ne veulent pas forcément la posséder, mais ils veulent en tout cas un régime à la botte du Kremlin qui gouverne l'Ukraine et effectivement qui puisse constituer aussi un tampon stratégique entre l'Europe, l'Occident et la Fédération de Russie. Mais il faut combattre absolument ce narratif, déjà, qui est faux d'un point de vue historique. Si on veut véritablement revenir à l'histoire, la Crimée a appartenu autant de temps à la Fédération de Russie que l'Algérie a appartenu, entre guillemets, à la France. Aujourd'hui, ça ne viendrait dans la tête d'aucun Français rationnel de reprendre l'Algérie ou de dire que l'Algérie est le cœur historique de la France. Aujourd'hui, c'est ce que fait le Kremlin. Aujourd'hui, c'est ce que fait le Kremlin. Et c'est contre ce narratif que nous devons nous battre. Il y a une guerre de narratifs qu'il est nécessaire de démonter.